La vérité de Lila. Je ne suis pas là pour justifier ou défendre, mais pour vous raconter comment c'est arrivé, ce que j'ai ressenti, et comment nous l'avons gardé. Je m'appelle Lila, et voici ma vérité. J'ai grandi dans une petite maison à la périphérie d'une ville endormie, où l'air sentait toujours le pain et où les jours s'écoulaient lentement, comme de la mélasse. Mon père, Isaac, était un homme calme, grand, large d'épaules, aux mains rugueuses après des années de travail comme charpentier. Ses yeux, cependant, étaient doux, d'un brun profond qui contenait des histoires qu'il ne racontait jamais. Ma mère est partie quand j'avais 6 ans, et il n'y avait plus que lui et moi après ça. Nous formions une équipe. Du moins, c'est ce que je croyais. Les failles du silence. En grandissant, j'ai commencé à voir les failles dans son calme. J'avais 16 ans quand j'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Papa rentrait tard, la laine alourdie par le whisky, et il restait assis dans le salon sombre, le regard perdu dans le vide. Je l'observais depuis le couloir, les pieds nus sur le parquet, me demandant ce qui le rongeait intérieurement. Il n'en parlait jamais, et je ne posais pas de questions. J'étais trop jeune pour savoir comment m'imprégner de la douleur de quelqu'un et l'en sortir. À 18 ans, la vie était passée de difficile à insupportable. Les emplois de menuisier de papa avaient pratiquement disparu, engloutis par une ville qui séchait lentement, comme de la vieille peinture sur l'un de ses établis. La table de la cuisine, autrefois où nous mangions les crêpes du dimanche, était désormais encombrée de factures impayées, d'avis d'expulsion, et de lettres restées sans réponse. Chaque soir, je retrouvais papa là, affalé sur la même chaise, ses lunettes glissant sur son nez, les doigts tremblants tandis qu'il essayait de faire aux chiffres ce qu'il ne pouvait tout simplement pas faire. Il fixait ses papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il ne comprenait plus. C'est à ce moment-là que j'ai décroché un boulot au restaurant, à 2 pâtés de maison de chez nous. Rien de glamour, juste retourner des hamburgers gras et remplir des tasses de café pour les camionneurs et les infirmières fatiguées. Mes mains sentaient toujours l'oignon et l'eau de Javel, mais je portais cette odeur comme une armure. Après chaque service, je comptais mes pourboires sous la lumière vacillante de la salle de pause. Je pliais soigneusement les billets froissés, puis je les glissais discrètement dans le portefeuille de papa pendant son sommeil. Il n'en a jamais rien dit, mais je savais qu'il l'avait remarqué. Cet échange tacite est devenu notre premier secret, petit, silencieux, sacré. C'était le fil qui nous reliait dans un monde qui se défaisait lentement. Une nuit brisée. Un soir, je suis rentrée tard à la maison. Ça avait été un quart de travail éprouvant, des heures doubles, 2 commandes non respectées, et un enfant qui avait renversé du soda sur mon tablier. Mes pieds hurlaient de protestation à chaque pas. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lumière en entrant. Je connaissais l'agencement par cœur. La maison était froide et silencieuse, à l'exception d'une douce lueur ambrée qui filtrait sous la porte de la chambre de papa. Je me suis arrêtée. Quelque chose n'allait pas. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. Papa, ai-je appelé, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Toujours rien. J'ai poussé la porte et je l'ai trouvé assis au bord de son lit, penché, une bouteille de whisky à moitié vide dans une main et une photo délavée dans l'autre. C'était celle de lui et de maman, la seule que j'avais jamais vue où il semblait vraiment vivant. Debout sur une plage quelque part, le vent dans ses boucles folles, son bras enroulé autour d'elle comme si elle était la seule chose qui le maintenait debout. Son visage était strié de larmes, le genre de larmes qui ne demandent pas la permission, le genre de larmes qui font mal. Papa, ai-je répété, plus doucement cette fois. Il a levé les yeux, surpris, les yeux rouges et brillants. Lila, va te coucher. Il est tard. Mais je ne suis pas partie. J'ai traversé lentement la pièce et me suis assise à côté de lui. Le vieux matelas gémissait sous notre poids, comme s'il était lui aussi fatigué de porter tant de chagrin. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il eut un rire timide, crispé et creux. Tu n'as rien à craindre. Mais je tendis la main vers la photo, et au bout d'un moment, il me laissa la prendre. Je contemplais le sourire de ma mère sauvage, magnifique, empreint de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, la joie. Papa avait changé lui aussi, ses yeux plus brillants, ses épaules plus hautes.
Cette photo était une fenêtre ouverte sur un monde que je n'avais jamais connu, une vie qui existait avant moi, avant que la douleur et la perte ne réécrivent tout. Je n'avais pas les mots justes. Alors, j'ai posé ma tête sur son épaule. Il ne m'a pas repoussé. Nous sommes restés assis là pendant ce qui m'a semblé une éternité, enveloppés d'un silence pesant, impuissant. Mais à cet instant, quelque chose a basculé. Cette nuit-là, je ne l'ai pas seulement vu comme mon père. Je l'ai vu comme un homme brisé, avide, qui ne tenait plus qu'à un fil. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je ne pourrais jamais le quitter. Un secret partagé. Au fil des années, ces nuits tranquilles se sont multipliées. Les bouteilles de whisky se sont multipliées. Je les trouvais sous l'évier, derrière les outils du garage, rangés dans de vieilles boîtes de céréales. Parfois, en rentrant, je le trouvais évanoui sur le canapé, un verre à la main, la télévision grésillant. Lorsqu'il revenait à lui, il s'excusait toujours, la voix lourde et chargée de honte. Et je disais toujours que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas, même si chaque excuse me rongeait. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je suis toujours dans cette maison, toujours vêtue du même tablier usé au restaurant. J'ai vu des amis évoluer études, carrière, mariage, mais je suis toujours là. Non pas que je n'ai pas de rêve, j'en ai, mais parce que chaque fois que je pense à partir, je me souviens de ses épaules qui tremblent quand il croit que personne ne le regarde. Je me souviens du silence entre nous, du poids de cette photo, des excuses murmurées, des secrets que nous n'avons jamais eu à exprimer à voix haute. Il n'est plus seulement mon père. Il est sous ma responsabilité, et je n'ai jamais su être autre chose que son ancre. Un soir, après une longue journée de travail, je suis rentrée et je l'ai trouvé inconscient sur le canapé. La télé était allumée, diffusant une émission de fin de soirée, et une bouteille avait été renversée par terre. J'ai nettoyé, les mains tremblantes de colère et d'inquiétude. Je me suis agenouillée à côté de lui, lui repoussant les cheveux. Il avait l'air si fatigué, si brisé. Je voulais le guérir, lui enlever ce qui le déchirait. Je l'ai aidé à se coucher, son bras lourd sur mes épaules. Alors que je le bordais, il m'a attrapé la main, d'une poigne étonnamment forte. Lila, a-t-il marmonné, les yeux mi-clos. Tu es tout ce que j'ai. Mon cœur s'est serré. J'ai embrassé son front, comme il le faisait quand j'étais petite, et j'ai murmuré, je ne vais nulle part. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je pensais à notre solitude. Papa se noyait, et je faisais du surplace, essayant de nous maintenir à flot. Je ne savais pas comment l'aider, mais je savais que je devais essayer. Une lettre qui change tout. Le tournant est survenu par une nuit d'été étouffante, le genre de nuit où la chaleur vous colle à la peau, où le monde semble lourd. J'étais rentrée tôt de mon service au restaurant. La soirée avait été calme, et pour une fois, cela ne me dérangeait pas. J'étais épuisée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La maison était silencieuse, le seul bruit étant le bourdonnement des cigales dehors. Le vieux pick-up de papa était garé de travers dans l'allée, signe évident de sa présence. J'ai appelé en entrant, mais aucune réponse. Je l'ai trouvé dans sa chambre, assis au bord du lit. Il avait l'air différent, ni ivre, ni en colère, juste immobile. Dans ses mains tremblantes, une lettre pliée. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, en me tenant sur le seuil, sentant que quelque chose clochait. Il a levé lentement les yeux vers moi, les yeux rouges, mais secs. « C'est de ta mère. » Mon cœur a fait un bond. Ma mère ne nous avait pas contactés depuis des années, pas depuis le soir où elle était partie sans jamais se retourner. J'ai pris la lettre et l'ai dépliée, les doigts tremblants. Les mots étaient clairs, presque trop clairs. Elle disait qu'elle s'était remariée, qu'elle avait recommencé sa vie dans un autre état. Elle avait maintenant une nouvelle famille, un mari, des beaux enfants, et même un golden retriever. Elle était désolée, mais elle ne reviendrait pas. Elle espérait que nous comprendrions. Compris ? La lettre m'a fait l'effet d'une lame glissant entre les côtes. Je ne pouvais qu'imaginer l'effet que cela faisait à papa. Je me suis assise à côté de lui sur le lit, le papier froissé dans ma main. « Elle ne te mérite pas, dis-je, d'une voix basse, mais brûlante.
Il eut un petit rire amer. Peut-être que je ne la méritais pas. Ne dis pas ça. Je me tournai vers lui. Tu m'as élevé, nourri. Tu es resté à mes côtés, même quand ça faisait mal. Ça compte. Ça compte pour tout. Il m'a regardé, vraiment regardé, comme s'il ne m'avait pas vu depuis des années. Tu es forte, Lila, plus forte que je ne l'ai jamais été. L'espace d'un instant, la douleur entre nous a semblé être un pont, pas un mur. Je l'ai serré fort dans mes bras, comme si j'essayais de rassembler tous les morceaux brisés de nos vies. Il m'a retenu, et dans ce moment de silence, un lien s'est formé entre nous. Ni culpabilité, ni honte, juste du chagrin et la guérison. Et ce fut cette nuit-là que tout a commencé à changer. Un secret interdit. Nous n'avons pas tout arrangé du jour au lendemain. Il y a eu encore des journées difficiles, des matins solitaires, et de vieilles blessures qui se sont rouvertes au pire moment. Mais à partir de cette nuit-là, nous avons davantage parlé. Nous avons pleuré quand il le fallait. Nous nous sommes pardonnés, petit à petit. Nous nous sommes choisis, parce que parfois, la guérison ne se fait pas avec un grand bruit. Parfois, elle arrive doucement dans une lettre, une larme, ou un câlin qui dit « Je te vois, je suis avec toi. Tout ira bien. » Mais quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose que je n'avais pas prévu. Cette nuit-là, dans le silence, dans la douleur partagée, une ligne a été franchie. Nous nous sommes regardés, le souffle court. On ne peut pas, a-t-il dit, mais sa voix était faible. Je sais, ai-je murmuré, mais je ne le pensais pas. Nous n'en avons plus parlé après ça. Nous sommes allés nous coucher, chacun dans notre chambre, chacun dans notre monde. Mais la graine était plantée, et elle a poussé dans les espaces silencieux qui nous séparaient. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Nous évitions de nous regarder, nous déplacions prudemment dans la maison, comme si nous marchions sur du verre. Mais la nuit, quand le monde dormait, nous nous sentions attirés l'un vers l'autre. Ça a commencé doucement, un contact sur le bras, une étreinte qui durait trop longtemps. Puis, un soir, ça s'est reproduit. Nous étions dans le salon, en train de regarder un vieux film, et je me suis appuyée contre lui. Sa main a trouvé la mienne, et avant même que je m'en rende compte, nous nous sommes embrassés plus profondément, cette fois, plus avidement. Nous n'avons pas arrêté. Nous sommes allés dans sa chambre, et ce qui s'est passé là-bas était pour nous seuls. C'était secret, privé, et ça semblait une bouée de sauvetage. Nous étions deux êtres brisés, trouvant du réconfort l'un dans l'autre, même si le monde dirait que c'était mal. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, et je le voyais aussi dans les yeux de papa. Les ombres sous ses yeux se sont estompées, et il a souri davantage, même si c'était juste pour moi. Nous étions prudents. Personne ne pouvait savoir. Le jour, nous étions père et fille, rien de plus. J'allais travailler, il faisait des petits boulots, et nous dînions ensemble, parlant de choses et d'autres, la météo, l'actualité. Mais le soir, nous étions différents. Nous nous entraidions comme personne d'autre ne pouvait le faire. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, spirituel. Nous étions le point d'ancrage l'un de l'autre. Le poids du secret. Le temps passa, et notre secret pesa de plus en plus lourd. J'avais 23 ans maintenant, et je commençais à me demander ce que cela signifiait pour nous, pour moi. J'aimais papa, non seulement comme père, mais comme homme. Il était gentil, fort, imparfait, et il était à moi. Mais je savais que nous ne pourrions pas continuer ainsi éternellement. Le monde ne nous le permettrait pas. Un soir, après avoir été ensemble, nous étions allongés dans son lit, le clair de lune filtrant par la fenêtre. J'ai suivi les cicatrices sur sa poitrine, dues à des années de dur labeur, et je lui ai demandé, « Tu penses parfois à arrêter ?» Il resta silencieux un long moment. « Tous les jours, dit-il finalement. Mais ensuite, je te regarde, et je ne peux pas. » J'ai pressé mon visage contre son épaule, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas te faire de mal. »« Tu ne fais pas, dit-il, d'une voix féroce. Tu me sauves. » Mais je n'en étais pas sûre. J'ai commencé à remarquer la culpabilité dans son regard, sa façon de s'éloigner parfois, comme s'il se battait contre lui-même.
Je le ressentais aussi, le poids de ce que nous faisions. Je ne le regrettais pas, mais je savais que c'était un feu que nous ne pourrions pas contrôler éternellement. Un choix difficile. La fin est venue doucement, non pas par une dispute ou une trahison, mais par un choix. J'avais 24 ans, et j'avais économisé assez d'argent pour déménager. Je ne le voulais pas, mais je savais que je devais le faire. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans cette bulle, à faire comme si le monde n'existait pas. J'ai trouvé un petit appartement en ville, et je l'ai annoncé à papa au dîner, un soir. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête et déplacé sa nourriture dans son assiette. Ce soir-là, nous ne sommes pas allés dans sa chambre. Nous nous sommes assis sur la véranda, à regarder les étoiles. Tu fais ce qu'il faut, a-t-il dit à voix basse. Je ne veux pas te quitter, ai-je admis. Il m'a pris la main, son pouce rêche sur ma peau. Tu ne me quittes pas, Lila. Tu vis. Nous n'avons pas parlé de notre secret, mais il est resté entre nous, un souvenir doux amer. Le lendemain, j'ai déménagé, et papa m'a aidé à porter mes cartons. Il m'a serré fort dans ses bras avant de partir, et j'ai senti son cœur battre contre le mien. Une nouvelle vie. J'ai 26 ans maintenant, et je vis seule dans mon appartement. J'ai un meilleur emploi, je gère une petite librairie et j'essaie de me découvrir en dehors de papa. On se voit souvent, dîner, café, longue promenade. Nous sommes à nouveau père et fille, et le secret que nous avons partagé est profondément enfoui, un chapitre que nous ne relisons pas, mais que nous ne pouvons oublier. Papa va mieux. Il est sobre, travaille régulièrement, et il y a en lui une légèreté que je n'avais pas vue depuis des années. J'aime à penser que je l'ai aidé à y parvenir, même si c'était d'une manière que personne ne comprendrait. Et il m'a aidé aussi. Il m'a montré comment aimer quelqu'un pleinement, avec ses défauts. Je sais que ce que nous avons fait était mal aux yeux du monde. Je sais que les conséquences auraient pu être dévastatrices si quelqu'un l'avait découvert. Mais je ne le regrette pas. C'était notre espace privé, un espace où nous nous sommes guéris mutuellement, même si c'était compliqué et désordonné. Je suis une femme différente, qui accepte les choix que j'ai faits, bons ou mauvais, et je porterai cette histoire en moi, non pas comme un fardeau, mais comme une vérité qui m'a façonnée.